Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouveau média Parlons politique, mais toujours avec cette même émission, cette même envie, avec l'entretien géopolitique. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Joseph Roche, qui est correspondant justement en Ukraine, justement, qui est en ce moment ici même, justement, dans la capitale Kiev. Comment allez-vous, Joseph Roche? Très bien. J'ai l'air un peu fatigué parce que je me remets d'une mauvaise crève que j'ai chopée lors d'un reportage dans l'est de l'Ukraine. Donc c'est pour ça que j'ai l'air un peu pâle et une très mauvaise nuit à cause des bombardements. Mais ça va aller, je pense. Juste avant de commencer avec les questions que nous nous sommes fixées en off, je voulais savoir aujourd'hui, vivre dans un pays comme l'Ukraine, justement, dans un état de guerre, notamment à Kiev, avec cet aspect des bombardements, comment vivons-nous dans cette zone du monde, justement, sous conflit? Bah, c'est assez paradoxal parce que il y a d'un côté la guerre qui règne, mais dans une ville comme Kiev, on peut vivre pratiquement normalement. Parce que ce ne sont pas des villes qui sont comme des villes comme Zaporizhia ou Kharkiv qui sont à la portée des bombes planantes. Et seulement les missiles balistiques, les drones peuvent toucher la capitale. Et il y a quand même un bon système de défense antiaérien sur l'ensemble du territoire, mais en particulier sur Kiev. Et du coup, on peut vivre correctement. Et en plus, avec le paradoxe que l'Ukraine est plus développée d'un point de vue digital que la plupart des pays européens, en tout cas la France. Du coup, c'est une ville enfin, le pays est très digitalisé. On peut payer avec, dans le Donbass, on peut payer avec son téléphone, dans les bus, etc. Donc, il y a un peu un paradoxe. Mais bien sûr, il y a toujours des cas comme des bombardements qu'on a eu la nuit dernière, enfin il y a 2 nuits, qui ont fait partie des bombardements les plus violents depuis des mois. Il y a toujours cette mort qui plane et le Hum. stress ambiant. Et moi, en plus, je ne suis pas ukrainien, donc j'ai pas non plus le stress de me faire mobiliser, j'ai pas le stress de voir ma famille se faire mobiliser et j'ai pas le stress d'attendre mes amis, ma famille revenir du front, etc. Donc moi, je le vis de manière complètement différente, surtout avec le fait que je peux partir du pays le jour où j'en ai envie. Ça, c'est vraiment mon propos personnel en tant que personne non ukrainien qui vit en Ukraine. Voilà, parce que ça nous paraissait, en tout cas, c'était pour nous important de vous poser cette question, dans le sens où c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude d'interviewer des personnes qui sont directement sur place, donc c'est vraiment une chance de vous avoir avec nous. Nous allons désormais passer à une première question. Vous savez qu'aujourd'hui, des négociations sont en cours entre les différents interlocuteurs par rapport à l'Ukraine. On sent quand même plusieurs déclarations parfois qui sont un peu à l'opposé au sein de l'administration Trump. C'est pas très bien, c'est pas toujours très clair. Mais est-ce qu'aujourd'hui, croyez-vous au maintien justement de cette médiation de l'administration Trump entre l'Ukraine, d'une part de Volodymyr Zelensky, mais aussi de la Russie de Vladimir Poutine, quand on sait que il y a cet aspect incertain quand même qui plane? C'est une très bonne question et en fait j'aurais du mal à y répondre parce que les différentes déclarations de l'administration Trump vont dans tous les sens, avec quand même un sens quand même beaucoup plus pro-russe, c'est indéniable. Mais là il y a une réunion entre Zelensky et Trump au Vatican qui semble s'être pas trop mal passée. Trump a tweeté sur le fait qu'il se posait des questions de savoir si oui ou non Vladimir Poutine voulait une paix. Je pense que malheureusement, Donald Trump, pas forcément lui en tant que tel, mais son entourage, une partie de son entourage, est divisée entre d'un côté des classiques républicains néoconservateurs, un peu sous le modèle de Marco Rubio, le secrétaire d'État, et d'autres personnes comme son fils Donald Trump Jr. ou même l'envoyé spécial pour l'Iran, Israël et la Russie, Steve Witkoff? Witkoff, qui, je pense, gravitent beaucoup plus, ou des gens comme Tucker Carlson, par exemple, qui gravitent beaucoup plus. Bon, Tucker Carlson, par contre, je pense qu'il est vraiment devenu un propagandiste du Kremlin, mais qui gravitent en tout cas, des chambres d'écho plutôt pro-russes. C'est difficile de savoir dans quel état d'esprit est Donald Trump. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que Donald Trump a beaucoup plus essayé de tordre le bras de l'Ukraine que vraiment de la Russie. Après, c'est sûr que bon, la Russie, les Américains sont à fond, on va dire, depuis Joe Biden. Donc, à moins de voter des nouveaux paquets d'aides, donner beaucoup plus aussi de liberté d'utilisation d'armes à l'Ukraine, c'est pas
des sanctions supplémentaires qui feront grand-chose, ça fera toujours du mal à la Russie, mais c'est pas grand-chose. Et je pense que Donald Trump avance beaucoup plus avec cette vision de tordre le bras du faible pour le forcer à des concessions. Sauf que le problème, c'est que l'Amérique n'a pas tant de moyens de pression sur l'Ukraine qu'elle ne le pense. Elle en a, indéniablement, mais on n'est pas du tout dans un cadre Sud-Vietnam, on n'est pas du tout dans un cadre Afghanistan, où typiquement le gouvernement Sud-Vietnam ou le gouvernement afghan dépendait à 9,99% des États-Unis et du matériel américain. Ici, on est dans une situation beaucoup plus équilibrée, avec une armée ukrainienne qui tient toujours la route, qui est toujours très combative, qui arrive à repousser les Russes sur certains aspects du front de manière très localisée, mais qui arrive à montrer en tout cas une forme de combativité. Justement, c'est en ce sens que j'allais vous poser cette question, cher Joseph. Que pouvez-vous nous dire actuellement de l'état justement du front russo-ukrainien, que ce soit justement dans l'Est, mais aussi plutôt du côté du Sud avec Kherson, du côté de la centrale nucléaire aussi de Zaporizhzhia, puisque on sait qu'une des dernières grandes contre-offensives ukrainiennes, ça a été aussi quand même Kherson, justement, qui a été récupérée avec quelques aussi avancées en Russie, visant à faire repousser la Russie. Mais en ce moment, on peut dire que disons que ça c'est stabilisé. Il n'y a plus de grande offensive dans. Non, il n'y a plus vraiment de grande offensive. Les Russes essayent de manière ponctuelle, 2-3 fois par an, de lancer des offensives. La plus importante que j'avais couvert, j'étais resté un mois avec une unité de l'armée ukrainienne dans la région de Kharkiv, où on avait justement, enfin, j'avais suivi toute la contre-offensive russe. Là, c'était vraiment une offensive qui a été très très brutale, qui aurait pu vraiment fonctionner pour les Russes, mais qui a été arrêtée par plusieurs aspects, notamment parce que Biden a autorisé d'utiliser certains missiles américains dans la profondeur russe. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ce qui se passe actuellement, c'est que l'armée russe est affaiblie. L'armée ukrainienne aussi est affaiblie. Ce serait mentir de ne pas le préciser. Les deux armées sont vraiment fatiguées et je pense que ni l'armée ukrainienne ni l'armée russe peuvent aujourd'hui vraiment changer la dynamique sur le champ de bataille. Parce que aujourd'hui, alors les Russes ont toujours de la masse, les Russes auront toujours de la masse, ils ont une population 3 fois supérieure à celle de l'Ukraine, et ont une façon quand même d'utiliser la vie de leurs soldats de manière assez éparse. Mais le grand problème actuellement que les Russes ont, c'est l'incapacité de renouveler leur parc, leur parc de véhicules. Il n'y a plus vraiment de missiles, enfin les tanks manquent, les blindés manquent, les APV manquent. Aujourd'hui, c'est vraiment le drone qui règne sur le champ de bataille, avec plus de 70% des pertes qui sont liées au drone, avec une production ukrainienne domestique de drones très importante. Et étant donné que ce sont les Russes qui sont à l'offensive, ils ont des difficultés à avancer sur le terrain, et on le voit plus ou moins partout. Là, ça fait 3 semaines que les Russes ont lancé une véritable offensive assez violente sur plusieurs fronts, aussi bien sur le front de Soumy que de Kharkiv, que de Liman, que Pokrov, qu'ils ont un peu arrêté parce qu'ils ont vraiment du mal, et aussi dans le sud. Et pour l'instant, on a vu des progressions très, très, très minimes, un peu vers Liman où ils mettent vraiment le paquet. Mais moi, j'étais sur le secteur de Kharkiv il y a une semaine. Les soldats avec qui j'étais étaient quand même beaucoup plus confiants cette année qu'ils l'étaient avant. Et ce qui se passe, c'est que le champ de bataille, il fonctionne avec 3 piliers, indépendamment de l'intelligence, et on pourra en revenir justement avec la relation avec les États-Unis. Mais le premier pilier, c'est les hommes, et ça, avec ou sans les Américains, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est une question de mobilisation, et l'Ukraine fait face à des problèmes de mobilisation. C'est indéniable. Donc il y a des réformes qui sont faites actuellement au sein de l'armée ukrainienne, notamment la volonté d'arrêter l'abandon d'essayer de créer de nouvelles brigades, et plutôt d'essayer de revaloriser ces brigades. Oui, exactement, de les renforcer avec des hommes. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect, c'est vraiment le manque d'hommes. Le deuxième aspect, c'est les drones. Et comme je l'ai dit, actuellement, le champ de bataille est principalement influencé par les drones, et les Ukrainiens sont pratiquement autonomes sur la construction des drones, avec une production autour de 3 millions, 4 millions par an, et une volonté de monter en puissance, surtout qu'il faut prendre en compte que les Ukrainiens maintenant produisent à 40% l'ensemble des armes qui sont utilisées sur le champ de bataille. Ce qui est vraiment important de prendre en compte dans l'équation. Et le troisième pilier du champ de bataille, ce sont les obus. Et il y a eu la crise des obus, notamment à cause des républicains sous l'impulsion de Trump qui ont bloqué les paquets d'aide
à l'Ukraine au sein du Congrès. Et pendant un an, on a vraiment fait face en Ukraine à une pénurie d'obus. C'était vraiment, je me souviens de cette période-là, c'était vraiment une période où les Ukrainiens étaient fébriles parce que les Russes tiraient 10 000 coups par jour, alors que les Ukrainiens tiraient 2 000 à 3 000 coups par jour. Là, on est vraiment revenu à une parité avec les Européens qui sont vraiment montés en puissance et une capacité de production maintenant européenne qui sont en flux tendu et qui arrivent directement à alimenter le champ de bataille en Ukraine, autour de 2-3 millions d'obus par an, ce qui est plus ou moins nécessaire pour se battre. Donc sur base de ça, il n'y aura pas vraiment de blitzkrieg, ni du côté ukrainien, ni du côté russe. Et c'est vraiment la question de la guerre d'attrition. Qui peut souffrir le plus longtemps et encore combien de temps? Mais les Russes sont quand même dans une situation où assez compliquée parce qu'ils n'ont pas du tout atteint leur objectif et le coût pour atteindre le peu d'objectifs qu'ils ont eu pour l'instant est beaucoup trop élevé et je pense relativement difficile à justifier à leur population. Comme vous le savez, il y a eu il y a peu des déclarations du maire de Kiev, Vitaly Klitschenko, donc qui est un ancien boxeur, qui est membre aussi du parti de l'ancien président Poro Petroshenko, et celui-ci, pourtant qui est plutôt d'une tendance un peu plus pro-européenne, avait l'air de se montrer plutôt favorable à des échanges temporaires de territoires. Comment aujourd'hui pouvons-nous interpréter cela quand on sait que parfois il y a eu justement aussi, je veux dire, un peu une guéguerre entre d'une part Volodymyr Zelensky et justement Vitaly Klitschenko? Alors, à titre personnel, je sais que les déclarations du maire Klitschko ont été très mal reçues par l'ensemble des Ukrainiens. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de sa part d'utiliser cela comme une forme de levier de pression pour essayer de monter en politique, parce qu'il est quand même très très bas dans les indices de sondage. Aussi, il est assez bas dans les indices de sondage pour être réélu en tant que maire de Kiev, parce qu'il y a beaucoup de voilà, il y a de la corruption, il y a des affaires qui se sont passées sous le silence. Kiev étant une ville très culturelle, vraiment remplie d'activistes, il y a beaucoup de manifestations, notamment pour préserver au maximum le patrimoine. C'est une ville militante, Kiev? Ah, c'est très très militant, avec une société civile très très importante. Et notamment, il y a des manifestations pratiquement toutes les semaines parce que, bon, j'exagère peut-être pas toutes les semaines, mais tous les mois, parce que des promoteurs immobiliers proches de Klitschko détruisent des vieilles maisons historiques de Kiev pour reconstruire par-dessus des immeubles, etc. etc. Donc, je sais que Klitschko, pour ça, n'est pas très apprécié. Après, moi, je pense que, et là, c'est vraiment, encore une fois, vraiment mon analyse personnelle, je pense que les déclarations de Klitschko sont plus importantes à être écoutées à l'aune d'une forme de réalisme, parce que les Ukrainiens et le président Zelensky, comme tous les Ukrainiens, sont très conscients que d'un point de vue militaire, ils ne seront pas capables de récupérer, en tout cas pour l'instant, sauf si bien sûr les Européens, les Américains commencent vraiment à armer les Ukrainiens. Il n'y aura pas de capacité de récupérer ni Zaporizhzhia, enfin les parties de l'oblast de Zaporizhzhia, du Donbass. Bon, le Donbass, je pense que c'est en tout cas, les parties qui sont sous contrôle russe sont perdues, parce que de toute manière, le territoire est tellement pollué qu'on ne peut pas avancer. La ligne est tellement pourrie que c'est vraiment impossible d'avancer. Et pareil pour Kherson et pour la Crimée. Mais la vision long-termiste, et je pense que c'est ça qu'il voulait dire par échange temporaire, c'est que la vision long-termiste, c'est d'accepter dans une certaine mesure, pas de mais de facto abandonner une forme de souveraineté sur les territoires du sud et de l'est de l'Ukraine, ce qui est vraiment pour la revanche plus tard. Pour la revanche plus tard. Parce qu'il y a cette pensée stratégique des Ukrainiens qui n'est pas complètement stupide de dire que la Russie, à un moment ou à un autre, va s'effondrer. Parce qu'eux, ils ont vraiment une vision du temps long de l'histoire russe qui, grosso modo, il y a toujours des crises politiques en Russie tous les 50 ans plus ou moins, avec des effondrements assez réguliers. Et ces effondrements mènent à des fenêtres d'opportunités qui permettent de récupérer certains territoires. Comme on l'a vu d'ailleurs à la chute de l'Union soviétique, comme on l'a vu à la chute de l'Empire russe, et comme on l'a vu d'ailleurs aussi avec la guerre russo-japonaise à la fin du 19e siècle. Donc tout ça mène les Ukrainiens à penser qu'il vaut mieux attendre plutôt que d'essayer de récupérer ça d'un point de vue militaire, ce qui est complètement impossible. Après, c'est un coût politique quand même important parce que y a plus d'1,5 million personnes qui toujours aujourd'hui vivent sous occupation
russe. Le Donbass est différent parce que le Donbass, il y a vraiment la partie de 2014 qui a été prise assez rapidement et qui aujourd'hui est complètement inféodée aux Russes, même si bien sûr il y a toujours des gens qui sont très pro-ukrainiens dans ces territoires occupés, mais la majorité des pro-ukrainiens sont partis en Ukraine et la majorité des pro-russes sont restés. Non, je pense que malheureusement il y a une très mauvaise compréhension du Donbass dans nos médias occidentaux. Déjà, le Donbass n'est pas russophone. D'ailleurs, c'est faux de parler de régions russophones. Il y a des régions à minima bilingues et après, bien sûr, dans le sens, si je me rappelle bien, le recensement des personnes qui étaient russophones de naissance dans le Donbass était autour de 60-65%. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, étant donné que la russophonie et la culture russe s'est imposée de manière coloniale, elle s'est principalement imposée dans les villes. Tandis que dans les campagnes, on a beaucoup plus tendance à parler ukrainien. C'est notamment le cas aussi à Zaporizhia, Kherson, là où on monte à 70% de personnes qui sont ukrainophones. Donc il y a vraiment une culture populaire ukrainienne dans les campagnes du Donbass qui était très importante, beaucoup moins dans les villes, où les villes étaient beaucoup plus des centres urbains, industriels, dans lesquels on retrouvait des personnes de tout l'ensemble de l'Empire russe et de l'Union soviétique, beaucoup de gens d'Arménie, des Azerbaïdjanais, des Tchétchènes, des Tadjiks, etc. Et des Russiens, bien évidemment. La langue russe était un peu la langue vernaculaire, la langue de l'Empire, la lingua franca pour pouvoir se comprendre dans un entre-soi. Mais bien sûr, il y avait des gens qui avaient une forme de nostalgie, soit parce que des personnes qui ont connu l'Union soviétique étaient nostalgiques de l'Union soviétique, parce que aussi cette relation à la Russie est quand même très générationnelle, avec, comme je l'ai dit, voilà, des gens qui ont toujours vécu. Pour eux, voilà, genre la République populaire d'Ukraine sous l'Union soviétique, quand on habitait dans le Donbass, c'était un peu une formalité de passer la frontière. Et il y a bien sûr des liens culturels très forts. Mais dans les faits, il y avait des activistes, enfin, il y avait un sentiment ukrainien très fort. Il y a eu des manifestations très importantes pro-ukrainiennes à Donetsk en 2014. Donc, non, la situation du Donbass est compliquée, mais je pense que ce serait caricatural de la définir comme étant une région pro-russe, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça, notamment sur la question de la langue. Désormais, nous allons passer à la dernière question de cet entretien qui passe extrêmement vite, où l'on apprend évidemment à chaque fois qu'on invite nos invités énormément de choses. Aussi, vous avez pu observer dans la presse internationale la visite qui a eu lieu dernièrement de Volodymyr Zelensky justement en Afrique du Sud, dans un moment où justement le gouvernement sud-africain est plutôt un gouvernement de coalition avec justement d'union nationale qui est peut-être un peu moins pro-russe que ce dernier, mais vous êtes tout de même d'accord avec moi que c'est quand même... Enfin, c'est quand même justement un geste important, c'est quand même un signal fort de voir Volodymyr Zelensky arriver justement d'être reçu en Afrique du Sud par le président Cyril Ramaphosa, alors que justement il avait refusé de condamner à l'ONU cette invasion russe de l'Ukraine. Complètement. Et je sais qu'il y avait une volonté de la part du gouvernement ukrainien depuis assez longtemps, et ça avait été notamment une initiative de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Kouleba, d'essayer de développer la diplomatie ukrainienne dans l'ensemble du continent africain. Mais c'est vrai que l'Afrique du Sud, aussi de par son histoire personnelle et de par, dans une certaine mesure, une forme d'anti-occidentalisme, s'est rapproché de la Russie à un moment, avec notamment des sphères d'influence et notamment informationnelles relativement pro-russes. Mais je pense qu'actuellement, sans être un expert encore une fois de l'Afrique du Sud, je pense que l'Afrique du Sud essaye de mitiger les problèmes auxquels elle fait face actuellement, notamment avec les attaques assez véhémentes de l'administration Trump contre son gouvernement, avec, alors je ne suis pas un expert encore une fois, donc je ne pourrais pas juger de la véracité des faits ou pas, mais de persécutions contre les fermiers africains, encore en Afrique du Sud, et en général faire de la diplomatie parallèle permet aussi de prendre en crédibilité sur la scène internationale. Donc je pense que c'est une volonté du gouvernement sud-africain de s'étendre. Après, ils ont été pro-russes, oui, mais notamment les Sud-Africains ont fait partie des pays qui ont participé à l'initiative des obus qui a été menée par le président tchèque Peter Pavel au moment justement où les Ukrainiens étaient vraiment en pénurie totale d'obus. Donc il y a des pays qui sont, on va dire, traditionnellement plus proches de la Russie,
des pays comme la Serbie, par exemple, qui, mine de rien, participent dans une certaine mesure à l'effort de guerre ukrainien et essaye plus d'être dans une vision de non-aligné. Et je pense que c'est un peu ça la vision du gouvernement sud-africain, d'être non-aligné, ni de la Russie, ni des États-Unis. Quand le vent souffle plus d'un côté que d'un autre, on adapte sa politique étrangère. Du côté ukrainien, surtout actuellement, toute relation diplomatique est bonne à prendre. Et c'est pour ça que aussi Zelensky essaye de développer ses relations diplomatiques à travers l'ensemble des pays, notamment du continent africain. Merci beaucoup Joseph Roche d'avoir accepté de participer à cette interview, à cette émission. C'était pour nous l'occasion de réévoquer le sujet de la guerre en Ukraine que nous n'avions Merci. pas évoqué justement depuis un certain temps.